Bonjour Kifayat et merci beaucoup d'accorder cette entrevue à Education Consulting Inc. Depuis Lomé au Togo en Afrique de l'Ouest. Comment ça va Lomé? Bonjour Bertrand, je suis ravie d'être en ligne avec toi aujourd'hui et Lomé va très bien. Nous nous portons bien. Il a fait chaud aujourd'hui, mais ça va bien. Et c'est un plaisir pour moi, un privilège également de pouvoir parler avec Education Inc. Sur un sujet intéressant que tu vas bientôt annoncer. Voilà, merci une fois de plus. Ça n'a pas été facile hein, de réaliser cette entrevue qui devait être en direct. Quelques problèmes techniques ce jour-là, comme ça peut arriver, comme ça arrive de temps en temps malheureusement. Et finalement, on a pu donc convenir d'un moment. Alors, le public de Duke Nation Consulting Inc. attendait cet entretien parce que la thématique, elle est là. Le leadership féminin peut-il changer le monde? Alors, voilà, il fallait qu'on réalise cette entrevue. Un mot pour les téléspectateurs, pour le public qui fait. Oui, merci beaucoup Bertrand. Comme tu l'as si bien dit, c'est une interview qui s'est fait désirer, qui s'est fait réellement désirer parce que c'est depuis le 24 octobre qu'on devait le faire, comme l'affiche le présente. Et juste là, le public peut le remarquer. C'était depuis le 24 octobre, mais des raisons techniques nous ont poussé à ne pas le réaliser le jour-là. Et d'abord, je présente mes excuses à ce public, ce charmant public, et je leur dis que le rendez-vous est enfin tenu aujourd'hui et nous pouvons discuter et débattre de ce sujet qui est assez intéressant. Et donc, merci au public qui voudra bien regarder jusqu'au bout cette interview qui finalement n'est plus en live, n'est plus un direct, mais devient euh, en différé, ce sera retransmis ou bien les liens seront partagés. Et donc, je vous invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo qui vous parviendra lorsque vous le regarderez. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous le faisons aujourd'hui. Effectivement. Donc, merci Kifayat. Kifayat, tu es Merci, Bertrand. juriste de formation, entrepreneur social, leader hein, de l'organisation Lean In Togo, une, euh, une des principales leaders de Lean In Togo et Lean In d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi cet engagement social et communautaire là? D'où est venue cette flamme pour l'entrepreneuriat social? D'accord. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette question. Effectivement, je suis juriste de formation. Après mon bac, j'ai fait une maîtrise en droit public. Et Mais depuis le campus, j'aimais militer dans les associations de jeunes. Je voulais découvrir l'autre, aller toujours à la connaissance, bien, à la connaissance de l'autre, de ce qui fait de cette personne une personne particulière et tout. Et donc, euh, après le campus, j'ai fait d'autres associations. Au campus, j'ai fait AESEC. Après, j'ai fait la Jeune Chambre internationale. Et je suis toujours membre de la Jeune Chambre internationale et bien d'autres organisations telles que l'ININ et je suis invitée dans plusieurs associations. En fait, cet engagement ou cette flamme pour le social vient du fait que je me dis toujours qu'il faut être une bénédiction pour l'autre. Je me dis, j'ai l'habitude de rappeler à mes amis et à toutes les personnes que je rencontre que nous ne sommes pas forcément sur Terre pour nos besoins à nous, mais nous sommes là pour être la réponse à la prière de quelqu'un, pour être la solution au problème d'une autre personne. Et donc, c'est ce qui me pousse essentiellement à faire du social. Et j'aime beaucoup plus me définir comme entrepreneur social que comme juriste. C'est vrai que j'ai une formation de base en droit, mais j'ai une passion réellement pour le social. C'est ce qui m'a même poussée à créer une association Be a Blessing. C'est toujours dans le même sens en pensant que
nous avons un talent, nous avons quelque chose de particulier, mais c'est à mettre à la disposition de la communauté, c'est à mettre à la disposition des autres. C'est pour aider quelqu'un en particulier. Ce n'est pas forcément pour nous servir nous-mêmes. C'est vrai qu'en servant l'autre, nous allons nous servir également. En servant l'autre, nous allons trouver des réponses à nos propres solutions. Mais aller vers l'autre et essayer de l'aider, et cela a quelque chose de particulier, c'est une étincelle. Moi, ça me fait plaisir, moi, ça me donne de la joie quand j'arrive à trouver une solution à quelqu'un. Et quelqu'un m'appelle pour me dire que j'ai un problème et là, tadam, je lui trouve la solution. Je suis vraiment aux anges. Donc, c'est ce qui me maintient dans le social, même si pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'argent pour faire tous les projets. On n'a pas de peine, en fait, à donner parce que ça, c'est quelque chose qui vient du plus profond du cœur. Donc, voilà. Merci, Kifaya. Peux-tu nous parler de certains projets déjà réalisés par l'association que tu as mise sur pied? D'accord. L'association que j'ai mise sur pied, j'avais commencé les actions en 2017 avec des amis. Nous allons dans les établissements pour parler de la lecture, de l'importance de la lecture aux élèves. Ça fait 2017, à partir d'avril 2017. Mais donc d'activité en activité en juillet 2018, je l'ai enregistré officiellement. Nous l'avons enregistré suite à une AG que nous avons organisée. Donc, on a enregistré au ministère public. Donc, on nous connaît maintenant au ministère de l'éducation territoriale du Togo. Donc, à partir de là, nous avons mené encore d'autres projets, plus grands projets, la bibliothèque mobile. Nous avons fait une collecte de livres et nous l'avons mis à la disposition des élèves des milieux reculés, c'est-à-dire les établissements ou dans les villages où les établissements n'ont pas de bibliothèque. Donc, on s'est dit que les élèves voudraient sûrement lire, mais ils n'ont pas de livres. Donc, avec les livres qu'on a récoltés, nous avons, à la suite de cette appel à dons de livres. Nous avons eu près de 200 livres et avec les 200 livres, on a circulé les villages et on a fait lire les élèves. Et depuis, des élèves se sont réellement intéressés à la lecture. Nous avons eu 285 lecteurs sur une durée d'un mois dans différents établissements, à hauteur de 6 établissements. Donc, après, on a eu une stabilité dans ce projet-là avec 2 établissements où nous y allons chaque semaine. Donc, ce n'était plus une campagne, mais c'était devenu hebdomadaire. Donc, chaque semaine, nous allons pour faire lire les élèves des établissements ciblés. Donc, essentiellement, il y a un établissement qui est à 20 km du centre-ville et un autre qui est à 15 km du centre-ville vers la partie ouest du Togo. Donc, sud-ouest. À part cela, le second projet de l'association concerne les femmes. Là, nous offrons une plateforme de travail pour les femmes artisanes, les femmes qui font le métier de couture essentiellement. Donc, après leur formation, il y en a qui n'ont pas les moyens d'ouvrir leur atelier et elles se retrouvent à la merci d'un homme, ou bien elles vont au grand marché, ou bien elles se retrouvent quand même démunies avec des conditions vulnérables et tout. Donc, avec cette plateforme, on leur permet de travailler, d'épargner, de pouvoir perfectionner leur art afin de finalement ouvrir leur atelier sans pour autant souffrir de perdre le métier qu'elles ont appris. Donc, ça s'appelle l'espace Ma Liberté. À cet espace-là, nous leur apprenons également à gérer leurs finances. Nous leur apprenons à comment gérer la clientèle. Donc, au-delà du perfectionnement, il y a le management même d'un atelier qui leur est offert en termes de formation. Magnifique. Combien de Donc, femmes voilà les grands ont projets que nous déjà... avons faits. Excellent. Bravo pour toutes ces initiatives. À ton équipe et à toi. Je t'en prie. Combien de femmes ont bénéficié déjà avec les de moyens... ce support-là, de cette aide-là? Voilà, avec les moyens dont nous disposons à ce jour, nous avons eu à accompagner femmes. Et aujourd'hui même, tiens-toi bien, aujourd'hui que je suis en train de te parler, il y a une qui a fini et qui est en train d'ouvrir son atelier à elle-même personnellement.
Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir suivre ces dames-là. Elle était très contente. Son mari est venu nous dire merci. Et pendant 2 ans qu'elle a passé avec nous, il n'y avait pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Elle a pu épargner. Et aujourd'hui, elle ouvre son atelier. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'assiste à cet événement-là. Je me dis que, bon, finalement, je suis en train de réaliser ce que les rêves, en fait. Donc, voilà. OK. Veux-tu, s'il te plaît, nous redonner le chiffre? Je crois que je ne l'ai pas bien suivi. Peut-être petit problème de connexion. Ok, Combien de je femmes? disais qu'avec... D'accord. Donc, je disais qu'on a pu accompagner 4 femmes aujourd'hui. OK. Et j'en profite pour faire appel à d'autres personnes, à d'autres euh, lauréats ou bien lauréates des examens, parce que c'est quand tu finis ta formation que nous pouvons t'accueillir pour le perfectionnement et te préparer au management de ton atelier. Donc, nous faisons appel, si vous avez des correspondants au Togo, ou bien vous avez des personnes de la famille, quelqu'un qui a appris la couture que vous connaissez, n'hésitez pas à référer la personne à notre espace. Et aussi, ceux qui veulent nous aider à agrandir l'espace pour pouvoir accueillir plus d'artisanes, nous voulons accueillir au moins 30 par an. Mais pour l'instant, les moyens ne nous permettent pas d'accueillir 30. Donc, avec 30 par an, je crois que nous pouvons également faire quelque chose et réellement aider au développement des femmes et même de la communauté, puisque permettre à une femme d'être épanouie, c'est permettre à toute la communauté d'être épanouie. Merci, Kifaya. Alors, tu viens de nous présenter deux de tes grands champs d'action. Il y a l'éducation des jeunes, hein, des filles et des garçons à travers la lecture. Et nous savons tous combien c'est important de savoir lire, écrire, compter et puis développer sa pensée critique, n'est-ce pas? Et tu nous as parlé aussi de Tout à fait. oui, la formation des femmes qui donc apprennent la couture, mais apprennent à se prendre en charge aussi, finalement apprennent l'entrepreneuriat, apprennent à atteindre une certaine indépendance, autonomie financière. Et je sais aussi qu'il y a le leadership qui te tient à cœur, hein, le leadership féminin. En quoi consiste ton rôle de leader au sein de LinkedIn, par exemple? Exactement, merci Bertrand. Le leadership féminin, le leadership en général, mais le leadership féminin en particulier, ou bien comme dirait une amie à moi qui est féministe aussi, qui dit, on ne parle pas de leadership féminin, mais on parle du leadership des femmes, parce qu'il n'y aurait pas un leadership féminin à part. C'est le leadership, mais que les femmes vont exercer. Et donc, le leadership des femmes me tient également à cœur et j'ai eu à faire l'expérience en 2019, l'année dernière, j'ai dirigé l'une des plus importantes organisations de la Jeune Chambre internationale au Togo. Et je veux dire la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige. Et nous avons eu à réaliser vraiment, c'était l'un des meilleurs mandats, je peux le dire aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont fait le retour. Malgré mon jeune âge, comme le diraient certains, j'ai eu plus invité l'équipe à atteindre un objectif. Donc, je me dis qu'à travers plusieurs femmes qui font des choses remarquables, les jeunes filles peuvent s'identifier, trouver des modèles et avancer, pouvoir montrer que le leadership des femmes est important et vraiment cela existe. Surtout parce que quand les femmes n'exercent pas le leadership qui est le leur et qu'elles sont de côté, c'est pratiquement 50% de la communauté ou bien de la population qui ne fait pas son rôle. Parce que les femmes, par exemple, au Togo, nous avons un pourcentage de 51% de femmes. Et quand cette population-là, cette frange de la population ne tient pas les rênes, n'influence pas les décisions, alors la population est déséquilibrée. Il y a une partie importante de la population qui ne participe pas à la prise de décision, alors les décisions ne vont influencer tout le monde, mais ça va réellement léser les femmes là. Donc, voilà l'importance d'avoir le leadership des femmes exercé effectivement et leur donner l'opportunité d'exercer ce leadership-là. Quels sont aujourd'hui, d'après toi, Kifaya,
selon Oui. tes observations au Togo, en Afrique de l'Ouest, quels sont les obstacles au leadership des femmes? Est-ce que ce ne sont pas les D'accord. femmes Merci, elles-mêmes? Bertrand. D'où viennent ces obstacles? Voilà. D'abord, parlant des obstacles, nous avons plusieurs obstacles au leadership des femmes, en commençant par l'éducation. Le genre d'éducation qu'on donne aux filles ne leur donne pas euh, une prédisposition à exercer le leadership qui est le leur. Parce que de toute façon, le leadership, on ne viendra pas te le donner. Bon, tiens, voilà, exerce ton leadership. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir également, euh, comme le disent les anglophones, stand up and take it. Tu te tiens debout et tu prends ta responsabilité et tu avances avec. C'est ça, en fait, Tu le t'affirmes. leadership. Tu t'affirmes et ça commence par aller. Donc, l'éducation d'abord à la maison comme à l'école ne, ne prédispose pas ou bien ne facilite pas l'accès des filles, oui, l'accès des filles au leadership. Moi, je vais prendre une anecdote que j'ai eue quand j'étais en classe de cinquième. Je crois que ça va faire le septième niveau chez vous au Canada. Et donc, on était en classe et c'était au cours de français. Il y a une amie qui vivait avec sa mère uniquement, une jeune fille qui vit avec sa mère uniquement. Donc, elle voulait pas prendre la parole pour donner une réponse et tout. Et donc, le professeur lui disait qu'elle ne devait pas, mais elle voulait se justifier pour le fait, ce qu'elle veut dire en fait. Le professeur lui dit, non, je dis que tu n'as pas le droit de prendre la parole. Ce que tu fais à la maison avec ta maman là, parce qu'il n'y a pas d'homme dans votre maison, ne viens pas me montrer ça ici. Ça m'a marqué depuis toute petite. Elle me dit, dis donc, s'il n'y a pas un homme à la maison, bien, est-ce qu'elle, en tant que fille, n'a pas le droit de parler? Donc, ou bien, donc, il y a beaucoup de conclusions que j'ai tirées de là. Ce sont des petites choses qui passent inaperçues pour certaines personnes, mais qui marquent les jeunes filles. Et demain, en public, quand tu voudras prendre la parole, tu vas te rappeler, non, je ne suis qu'une fille. Je n'ai pas le droit de parler. Et ça arrive aussi dans nos familles. Parfois, quand tu reviens, quand l'éducation à la maison, les mamans ne facilitent pas. Mais je ne les accuse pas, les mamans. Je me dis, elles ne peuvent donner que ce qu'elles ont reçu. Elles n'ont pas reçu une éducation où on leur a demandé de s'affirmer. Elles n'ont pas reçu une éducation où elles avaient le droit de dire forcément ce qu'elles pensaient. Essentiellement, tu te tais, tu fais le ménage à la maison, Je loue le travail de nos mamans. Sans les habits repassés, sans la cuisine faite, on ne sera pas ici. Homme ou femme, on ne sera pas ici. Sans la maison mise et très propre avant que nous revenions de l'école, on ne sera pas ici. Mais il faut qu'on ajoute à cela le fait qu'on puisse parler, qu'on puisse dire exactement ce que nous voulons faire. Parce qu'il y a un leadership que moi, je dirais endogène. Ça se fait dans la douceur, dans le calme, personne n'est au courant. Là, c'est ce que nos mamans ont exercé. Mais il faut que maintenant que les choses ont changé, les politiques ont pris une tournure particulière et les femmes devront prendre leur place pour que les décisions qui seront prises ne les influencent pas négativement, qu'elles puissent prendre part à ces décisions-là. C'est là que le leadership doit être important. Et l'obstacle, quand on revient à mon sujet, à ta question, l'éducation est un obstacle crucial. De l'autre côté, la même éducation, nous transposons ça de la famille au professionnel. Donc, arrivé au travail, les hommes transportent ça et même les femmes, entre elles, transportent les mêmes éducations qu'elles ont reçues et elles se disent, si je n'ai pas le droit de parler, pourquoi l'autre aura le droit de parler? Donc, si je n'ai pas, et on ne se soutient pas et on se démotive. Quand tu parles, on dit tu en fais de trop. C'est anodin ou bien c'est vite sorti les mots comme ça, mais ça a un impact important sur la manière dont la personne se voit et la manière dont elle voudra prendre l'opportunité la prochaine fois ou bien saisir l'opportunité présente à elle de s'exprimer ou bien de dire le fond de sa pensée. Et donc, il y a cela. Récemment, je vais donner l'exemple du Togo. L'actuelle première ministre au Togo est une femme. Donc, une fois qu'elle a été nommée, les gens ont commencé, ça a fait beaucoup jaser, ça a fait couler beaucoup d'encre et les gens ont commencé par dire, oh, donc elle a couché pour avoir le poste, est-ce qu'elle le mérite? Beaucoup de choses se sont dites et une amie a fait une réflexion que j'ai beaucoup appréciée.
Elle dit que si c'est un homme qui est nommé, est-ce que vous vous posez ces genres de questions? Est-ce que vous vous demandez s'il a fait des sacrifices, s'il a tué, il a fait un sacrifice humain, s'il a fait ceci? On ne se pose pas la question. Mais quand c'est une femme, vous vous demandez si elle a couché avec telle personne avant d'accéder à ce poste-là. Donc, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt de soutenir réellement le mérite d'une femme. La dame a réellement mérité en faisant beaucoup Elle a fait des actions. Elle a fait des actions. On ne met pas n'importe qui à n'importe quel poste. Donc, les femmes devront se soutenir, mais au-delà de tout, nous devons éduquer tout le monde autrement. Éduquons les hommes autrement, de sorte qu'ils puissent soutenir les femmes, mais éduquons les filles autrement aussi, de sorte qu'elles puissent saisir les opportunités de leadership qui se présenteront, ou même se créer des opportunités de leadership. Donc, merci Kifaya. Nous avons bien compris que les obstacles viennent, selon tes explications, de l'éducation. Donc, il ne serait pas la même, hein, d'après toi. Les garçons et les filles ne recevraient pas la même éducation. Il y a aussi une question de préjugés, hein. Les femmes sont victimes, as-tu expliqué, sont victimes de préjugés, voilà, de discrimination, d'intimidation, voire même d'intimidation dans certains cas, etc., etc. Maintenant, quelles sont les solutions proposées par Lean in Togo, Lean in Afrique de l'Ouest face à ces obstacles-là que tu venais d'identifier? D'accord. Merci beaucoup, Bertrand. Et effectivement, tous ces mots-là suivent les femmes. Je parle des préjugés, de la présomption d'incompétence qui suit les femmes, de l'éducation qui n'est pas pareille quand on prend un homme, quand on prend un jeune garçon, quand on prend une jeune fille. On devrait essentiellement considérer tout le monde comme un être humain avec les mêmes chances, avec les mêmes opportunités. Je crois que le féminisme, essentiellement, c'est ça sa définition. Pas vraiment le féminisme, mais le fait de vouloir que les femmes puissent occuper leur place à la table, c'est juste vouloir qu'elles soient considérées comme des êtres humains. Et c'est justement cette solution que propose Lénine, qui est un mouvement qui est né du livre portant le même titre que Sheryl Sandberg a écrit. Donc, Lénine, en français, c'est en avant toute femme, pouvoir, femme, travail pouvoir. Donc, Lénine offre comme opportunité, Lénine Togo, comme Lénine West Africa, comme opportunité principale, les cercles. Les cercles qui sont des groupes de femmes qui se rassemblent régulièrement, un petit groupe. Donc, Lénine limite le groupe à 8 ou 12 personnes pour permettre aux femmes de pouvoir se rencontrer sur une base régulière, ça peut, essentiellement mensuelle. On veut une base mensuelle. Comme ça, vous partagez les expériences, vous partagez vos défis que vous rencontrez sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Ainsi, vous allez vous aider. Vous allez apprendre à vous aider, vous allez apprendre à vous soutenir. Parce qu'il a été prouvé, les études ont prouvé que les femmes, dans un groupe, on a tendance à faire davantage, mais on a tendance à développer plus notre confiance en soi quand on est en groupe, quand on apprend, quand on arrive on s'épanouit en groupe, plutôt que d'être seul et de subir. Quand tu t'identifies à quelqu'un dans un groupe et tu te dis, oh, donc voilà, ce problème-là, je ne l'ai pas toute seule. Quelqu'un a le même problème que moi. Vous pouvez faire du brainstorming et réfléchir autour de ce problème-là et trouver une solution. Donc, c'est le premier plan d'action, bien la première arme, disons, si on veut l'utiliser comme ça, si vous me permettez, que Lénine utilise, ou bien la première opportunité que Lénine met à la disposition des femmes pour réellement sortir des obstacles, ou bien des normes imposées par la société et qui font que des femmes n'émergent pas essentiellement. Donc, les cercles Lénine où on apprend à faire avancer sa profession, sa carrière professionnelle, mais également à faire avancer sa vie personnelle. Le second moyen d'action de Lénine, c'est les campagnes annuelles. Par exemple, essentiellement, Lénine est partie des États-Unis. Les campagnes annuelles, ce sont des thèmes qui
qui sont centrés autour des problèmes que les femmes rencontrent. Par exemple, il y a le Equal Pay Day qui est né de la campagne des femmes qui voulaient que les conditions de paiement à travail égal, paiement égal, donc que L'équité les femmes salariale. puissent obtenir les mêmes l'équité salariale en français, justement. Donc, que les femmes puissent obtenir le même salaire quand elles font le même travail ou bien quand elles travaillent dans les mêmes conditions et avec les mêmes heures que les hommes. Parce que il y a des conditions où les femmes perçoivent moins que des hommes, mais font le même travail, parfois plus que les hommes dans certaines entreprises. Donc, ces campagnes annuelles permettent aux femmes d'élever leur voix et de faire entendre leur voix sur des sujets. Et ça, c'est fruit sur l'équité salariale aux États-Unis. Des entreprises ont donné l'opportunité aux femmes, aux employés femmes de leur boîte de pouvoir s'exprimer et d'écouter leurs doléances et de pouvoir trouver des solutions, bien des approches de solutions à ce sujet-là. Et en Afrique de l'Ouest, cette année, nous avons, en termes de campagne annuelle, au niveau de Lean West Africa, parlé beaucoup plus du cancer en général qui touche les femmes. Et on a fait une journée de discussion avec une gynécologue obstétricienne, Madame Dr Rosine Chakuda, qui nous a parlé de la santé de la femme et surtout l'importance du dépistage. Nous avons entre autres eu à discuter de l'entrepreneuriat des femmes africaines, de comment les femmes peuvent s'entraider, créer des networks pour pouvoir avancer professionnellement et surtout quand elles entreprennent et aussi utiliser ces networks-là pour avancer. Donc, avec Sylvie Dan, avec qui je suis co-leader au niveau de Lean West Africa, elle fait des choses merveilleuses pour faire avancer la cause de la femme, pour que la femme prenne sa place qui lui est due. La place est disponible. Je crois que personne ne l'a prise, mais il faudrait inviter les femmes à prendre cette place-là. Parce qu'on ne pourrait pas dire autonomisation, puisque les femmes sont autonomes. Et dans des familles, on verra que les femmes gèrent plus les familles que les hommes. Donc, cette autonomisation existe déjà. C'est juste qu'elles devront prendre leur place et l'occuper pleinement et qu'il n'y ait pas d'obstacle à quand elles voudront prendre cette place-là, qu'il n'y ait pas d'obstacle qui les empêche de prendre cette place qui est la leur. Donc, voilà essentiellement les actions que l'ININ mène. Et il y a les conférences qui sont faites annuellement pour pouvoir rassembler les femmes, les motiver et aussi. Ça fait effectivement beaucoup d'actions. Est-ce que les femmes sont réceptives à toutes ces activités que l'ININ Togo, l'ININ West Africa, Afrique de l'Ouest organise, que ce soit toi ou bien Sylvie Dan du côté du Bénin, par exemple? Est-ce que les femmes, as-tu l'impression qu'elles sont réellement suffisamment réceptives, suffisamment engagées et qu'elles veulent véritablement occuper ce leadership-là? Merci beaucoup, Bertrand. Je dirais que les femmes sont engagées, qu'elles veulent occuper ce leadership-là. Elles cherchent à le faire. La première des femmes qui font des choses merveilleuses, que ce soit en Afrique, Sylvie le fait, il y a Grace également qui le fait au Bénin, il y a Sandrine en Côte d'Ivoire, et de plus en plus de leadership, de leaders de cercles et de réseaux naissent en Afrique de l'Ouest. Donc, le nombre est croissant. Même si c'est timide, mais pas suffisamment, et pas trop timide non plus. Mais les conditions font que le nombre croissant ne se fait pas voir forcément, mais l'impact est là. L'impact est là et de plus en plus de femmes arrivent à s'exprimer, de plus en plus de femmes arrivent à saisir les opportunités de leadership qui s'offrent à elles. Et en moins d'un an, au niveau de l'ININ West Africa, nous avons jusqu'à 17 cercles qui sont actifs maintenant et nous avançons essentiellement sur cette base-là. Et Sylvie, comme je le dis, a même des discussions avec le headquarter pour que les choses avancent et pour que nous ayons
des avancées pour la zone francophone parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités au niveau de la zone anglophone. Et donc, les actions sont faites pour que les francophones aussi puissent beaucoup plus s'intéresser à ces questions-là. Parce que de toute façon, il y a aussi un défi de mentalité. Quand on va de la zone anglophone à la zone francophone, les anglophones sont un peu plus bold, comme le dirait. Elles sont un peu plus... on va dire... elles sont avant-gardistes. Plus audacieuses, plus bon. courageuses. Elles prennent plus les devants. Exactement. Elles ont un peu plus d'audace. Exactement. Donc, mais les francophones sont un peu plus timides, mais ça avance. Je crois qu'il y a beaucoup plus il y a de l'espoir et les femmes sont maintenant plus intéressées par ces questions-là et on en voit, il y a des exemples un peu partout. Ok, ça va probablement être la dernière ou l'une des dernières questions, Kifaya. Cette conversation, cette entrevue tire quasiment à sa fin. Y a-t-il des différences entre leadership par les femmes et le leadership par les hommes? Y a-t-il dans la façon de mener des équipes, dans la façon de mener des projets, dans la façon de penser la société, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre le style des femmes et le style des hommes? Est-ce qu'il y a un style pour les hommes ou est-ce qu'il y a un style pour les femmes? Bon, si nous partons de... En théorie, il ne devrait pas avoir de style pour les femmes, de style pour les hommes. Si nous partons de la base que tout le monde est... Nous sommes des êtres humains que nous devons pouvoir... nous devrions exercer ce leadership de manière naturelle. Il ne devrait pas avoir de style particulier pour les femmes ou les hommes. Parce que quand on en partant de cela, c'est que nous sommes en train de mettre une différence, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais en pratique, ça existe. Cela existe et on attend même des femmes qu'elles fassent cela. On attend des femmes qu'elles soient douces quand elles ont le leadership, qu'elles y aillent doucement, qu'elles ne soient pas trop entre griffes. On dit qu'elle est agressive. Quand elle exige quelque chose, quand elle est en position de leadership et qu'elle exige du travail bien fait, on dit qu'elle est agressive. Ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que les femmes, quand elles sont en position de leadership, elles font montre de, qu'on le veuille ou non, elle a ce côté maternel-là, ce qui fait que tout le monde est inclus dans le travail, tout le monde... Il y a de la douceur. On l'exige, mais les femmes le font tout naturellement. Elle y va avec beaucoup de tact et elle fait le travail d'une façon familiale. Disons comme ça, que le travail est fait d'une façon familiale et les résultats sont plus intéressants quand on prend en compte les femmes aussi. Parce que la femme a tendance à mettre sur la table les intérêts de tout le monde. Elle veut savoir si elle est un peu plus, comment je dirais, elle veut voir l'intérêt de tout le monde. Elle tend à être maternelle, donc elle est pointilleuse, elle lit, elle veut comprendre avant de prendre la décision. Elle veut savoir si la décision ne va pas faire du mal à telle personne, la décision va arranger tout le monde et tout. C'est vrai que cela pourrait freiner en termes de prise de décision. On va l'interpréter comme si elle manquait de confiance, mais je trouve pas. Je trouve qu'elle prend son temps pour bien analyser avant de prendre une décision qui pourrait être décisive, qui pourrait vraiment faire du mal si la décision n'est pas bien mûrie. Mais les hommes, et même un homme l'a témoigné lors d'une de mes sessions de I Am Remarkable la dernière fois, il me dit que parfois les hommes, quand ils sont au conseil d'administration, et là c'est c'est leur style de leadership que je voulais exposer, il dit, il reçoit, surtout quand il est débordé, il reçoit les documents d'une réunion, il ne prend pas le temps de lire. Donc, quand il a un chauffeur et qu'il est dans la voiture allant vers la réunion, il va feuilleter rapidement, il vérifie, il trouve les points importants et puis c'est fini. Il ne lit pas dans le fond. Et donc, les décisions sont prises après, on va regretter, on va ajuster quand on y va. Mais la femme prend le temps de lire, de décortiquer avant d'aller, de sorte qu'elle sait exactement ce qui est parce qu'elle ne veut pas faire d'erreurs.
Donc, ce serait essentiellement ce qui est en différence entre leadership d'hommes et de femmes. Disons que si on veut relativiser, les hommes aussi, ça a ses avantages. Ils prendront des décisions rapidement, ils avanceront rapidement, on va dire qu'il a réalisé beaucoup de choses. Mais maintenant, quels sont les impacts de ces décisions-là? La femme ira doucement, elle va prendre des décisions lentement, mais les impacts aussi, on le verra, qui seront un peu plus positifs. On n'aura pas à revenir sur le même sujet pour corriger certaines erreurs. Donc, bon, ça, c'est un peu relativiser, voir les côtés positifs, le côté négatif des uns des autres. Quoi qu'il en soit, la femme a besoin d'être à la table, que l'homme aussi a besoin d'être à la table. Merci, Kifaya. Toute dernière question. En 1 minute, s'il te plaît, en 1 minute, comment vois-tu l'avenir du leadership des femmes? OK. L'avenir du leadership des femmes est prometteur. C'est très prometteur parce que de plus en plus de femmes prennent le lead et osent occuper des postes. Il y a plusieurs associations de femmes où les femmes se soutiennent. Si je prends le Togo, il y a First Sisters, qui est une sororité où les femmes vraiment se soutiennent. Je salue cette initiative-là. Il y a plusieurs initiatives où les femmes s'affirment, qui aident les femmes à avoir plus confiance en elles, à prendre la parole en public, à pouvoir défendre leurs idées, leurs positions. Et je crois que c'est intéressant de voir ces genres de choses-là. Il y a dans la sous-région, à part l'ININ, il y a la JCI, il y a des femmes même qui s'organisent pour financer des projets de femmes, d'entrepreneurs. Donc, le leadership féminin est vraiment, a de beaux jours devant elle ou bien devant lui. Et aussi, plusieurs filles sur le continent, plusieurs femmes sur le continent s'identifient déjà à Kamala Harris, qui est élue vice-présidente aux États-Unis. Et donc, je vois les commentaires d'amis sur Facebook qui sont vraiment boostés, qui pensent que c'est un plafond de verre que Kamala Harris vient de faire sauter et qu'il n'y aura pas d'obstacle. Maintenant, il y a plusieurs petites filles qui peuvent rêver être vice-présidente ou bien présidente dans leur pays. Je crois que le leadership de la femme va occuper beaucoup plus de place. Bien, le nombre de femmes autour des tables va augmenter. Autour des tables de décision va augmenter. Voilà, merci, merci infiniment Kifaya Moroud d'avoir accepté cette conversation, cette entrevue depuis Lomé au Togo. Je sais combien, pour avoir échangé avec vous ces dernières semaines, je sais combien tu es occupé, n'est-ce pas, à cause de de tes nombreuses activités là, dont tu viens de nous parler un peu. Merci infiniment et puis bon vent pour la suite là, de tes activités, pour la suite des activités de Lean in Togo et de Lean in West Africa. Et bravo, félicitations à toi, félicitations à toutes les femmes et toutes les femmes leaders. Tu as nommé par exemple Sylvie Dan du côté du Bénin et puis d'autres noms que tu as mentionnés. Alors, félicitations à vous toutes et j'espère te recevoir ou recevoir d'autres femmes leaders ici à Educ Nation Consulting Inc., Educ Nation Consulting Inc., tout prochainement. Un dernier mot peut-être? Merci beaucoup, Bertrand, pour m'avoir invité à cette interview. C'est vrai que c'était la croix et la bannière pour qu'on puisse réaliser cette interview, mais je suis réellement ravie et je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, je salue Sylvie Dan qui est un coach ou un mentor, plutôt un mentor pour moi, à qui je regarde souvent, qui justement, toutes les jeunes filles ont besoin d'avoir un mentor à qui elles regardent ou bien à qui elles souhaitent ressembler. Et donc, merci à Sylvie qui me pousse, bien qui me tient la main quand le moment, quand j'en ai besoin. Et Educ-Nation également, Educ-Nation Corporation Inc., c'est bien ça? Consulting Inc. Consulting Inc., voilà, Educ-Nation Consulting Inc., merci à vous et bon vent également. Bonjour depuis Lomé et vivement que je passe
te dire bonjour au Canada bientôt. Bon, ce sera avec Et, plaisir. et merci. Je dirais que le leadership des femmes, c'est important parce que, comme le diraient les auteurs, dont je ne vais pas citer le nom, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, permettez aux femmes d'exercer leur leadership également, c'est leur permettre de faire avancer le pays, tout simplement, toute la communauté. Donc, merci à toi pour cette invitation. Vivement une autre opportunité pour parler d'un sujet qui m'intéresse aussi, sur la confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce sujet. Merci Kifayat et puis merci à vous, voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, fidèles d'Education Consulting Inc. Sur Facebook et sur d'autres plateformes. Merci pour votre patience, pour votre compréhension, pour votre écoute et n'hésitez pas à continuer à nous écrire, à nous envoyer vos questions, vos suggestions voilà, de thématiques, de sujets à aborder pour les prochaines rencontres. À très bientôt pour un autre numéro. Merci. Salut!